Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau cours sur la vie sexuelle humaine qui ne s'arrête pas là, qui continue. La vie sexuelle humaine est un phénomène assez intéressant et que nous devons étudier de façon précise pour voir un petit peu ce qui nous arrive, d'accord, dans notre sexualité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche tout le monde, mais pour chacun, ça va être quelque chose de différent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au cours numéro 3. Nous avons déjà vu ce que Freud présente comme les aberrations de la sexualité en fonction de notre choix d'objet, c'est-à-dire la personne que nous allons utiliser pour nos satisfactions sexuelles. Ensuite, il nous a parlé des perversions, c'est-à-dire le chemin que nous allons prendre pour arriver à la satisfaction sexuelle. Et maintenant, nous allons voir dans cette dernière partie, nous allons voir la pulsion sexuelle chez les névrosés, c'est-à-dire un petit peu chez tout le monde, puisqu'on va dire que Freud dit que nous sommes tous névrosés. Mais bon, il y a des névroses qui rendent complètement limitent énormément la vie du sujet. Il y a d'autres névroses, que ce sont des petits obstacles de la vie de tous les jours qui font partie de notre vie quotidienne. Donc, nous avions vu avec l'étude des perversions que la pulsion sexuelle, pour s'exprimer, elle doit lutter contre des pouvoirs psychiques. Il appelle ça des pouvoirs psychiques qui vont s'opposer à son développement. Au développement, c'est-à-dire à la décharge. Parce que la pulsion sexuelle, c'est donc une augmentation de la tension qui doit chercher un objet ou chercher un chemin pour décharger cette tension. Et donc, il nous dit qu'il y a des résistances face à cette action, il y a des résistances qui vont s'opposer à cette décharge et qui sont ce dont on avait parlé la fois dernière, où il s'agit des barrages. C'est-à-dire qu'on avait parlé de la pudeur, de la répugnance, de la honte, on avait même parlé de la douleur et de la morale, bien évidemment. Avec quand on a les gens qui sont très moralistes, qui ont une morale qu'ils appliquent de façon très stricte, évidemment, ils ont des barrages pour le bonsoir Cyrielle, ils ont des barrages pour le développement de leur sexualité. Et donc il nous dit que ces pouvoirs, qu'il appelle ces pouvoirs psychiques, ils participent donc pour maintenir la pulsion dans les limites de la normalité. Normalement, on avait vu que la normalité, c'était quand il y avait la possibilité que la pulsion arrive à ses fins, et quand la fin, c'est le coït, la relation sexuelle, le rapport sexuel avec un objet, quel qu'il soit d'ailleurs, un être humain, où il y a la possibilité de l'intervention des parties génitales pour réaliser pour faire l'amour, comme on dit de façon quotidienne. Et de temps en temps, on va voir qu'il y a ces barrages, donc ces pouvoirs psychiques dont parle Freud, des fois dans l'évolution, dans le développement de la sexualité, de l'être humain, en fait, qui vont se manifester avant que la pulsion ait pu prendre toute sa force, ait pu rassembler toutes ses forces pour justement passer ces barrages. Parce que chez chacun de nous, nous avons un petit peu de pudeur, un petit peu de répugnance, notre morale, il y a tous ces éléments qui participent, mais quand la pulsion sexuelle est forte, elle passe au-dessus de ces barrages. D'ailleurs, nous avons vu que très souvent, c'est ce qui se passe dans les perversions. C'est-à-dire que la perversion, la morale ne va pas venir freiner l'intensité, l'élan de cette pulsion. Et il va nous dire que ces pouvoirs, ça c'est très intéressant, il va d'ailleurs en reparler plus loin quand on va parler de la sexualité infantile précisément, où il va nous dire que ces pouvoirs, en fait, ils sont considérés comme des résidus historiques et qui obéissent de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'éducation, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va nous dire
non, tu ne dois pas faire ça, etc. Sinon que ça se fait spontanément, il dit, qui vont participer donc à bloquer le développement de prendre le chemin de la normalité, hein, qui vont, on va dire, dévier ce chemin de la normalité. Et il y a bien évidemment, après, des influences extérieures au sujet qui vont aussi intervenir, parce que l'enfant, il va vivre toutes sortes de situations, et en général, c'est l'extérieur qui va venir et intervenir sur son développement. Donc nous avions vu que ça c'était très intéressant, qu'avec les perversions, ce que Freud nous a montré, c'est que la pulsion sexuelle, en fait, c'est une pulsion qui est composée de pulsions partielles. Quand il parlait de pulsion partielle, il faisait référence donc à la pulsion du voyeur et de l'exhibitionniste, du sadique et du masochiste, non, du fétichiste. Donc il nous avait montré que toutes ces perversions, non, peuvent, en fait, elles sont partielles. Et que dans la normalité, ces pulsions, elles doivent se réunir en une seule, donc réunir toutes les forces pour pouvoir ce chemin de la pulsion et le développement d'une sexualité normale. Et donc, il va nous dire aussi, qu'il va dire qu'en fait, l'investigation psychanalytique a démontré que la perversion, en fait, c'est un résidu de l'évolution vers le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe qui a été réprimé, donc il a réprimé en même temps les pulsions, ces pulsions partielles, mais qu'en fait, ces pulsions partielles qui ont été réprimées, elles vont ressortir, elles vont revenir dans la répression et aussi, elles vont revenir d'une façon déplacée dans la névrose. Mais dans la perversion, elles vont revenir, donc, et comment elles vont revenir? Elles vont revenir là où, en fait, dans l'enfance, la pulsion avait gagné en intensité. Et là où la pulsion a gagné en intensité, c'est là où, en fait, elle va réapparaître après la répression primordiale. Donc, on dit cette répression, cette première répression qui a lieu lors du complexe d'Oedipe, où on va séparer le sujet, où cette première répression va séparer le sujet en conscient et inconscient. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que les névroses, il y a toute une partie d'inconscient qui participe dans la perversion aussi, mais d'une manière différente. Et donc nous ne devons pas oublier que nous sommes donc effectivement un corps plus un appareil psychique, et que notre sexualité, en fait, c'est tout ça. D'accord ? C'est-à-dire que c'est tout ce qui est touché par les mots. Après, quand on va voir dans le prochain cours sur la sexualité infantile, on va comprendre plus clairement d'où l'importance de penser l'importance de la sexualité dans la vie de tous les êtres humains. Donc nous disions que nous étions tous un petit peu névrosés et que nous sommes aussi tous un peu pervers. Mais il y a des attitudes de la pulsion sexuelle qui de temps en temps débordent, qui dépassent, non, ce qu'on disait avant, les barrages donc de ces pouvoirs psychiques. Et bonsoir Simona. Donc ils vont dépasser ces barrages, qui vont dépasser la pudeur, la répugnance, etc. Et que c'est lors d'une psychanalyse, c'est grâce à la psychanalyse et c'est lors d'une psychanalyse, c'est-à-dire quand le patient va s'allonger sur le divan et qu'il va commencer à parler, que nous allons pouvoir voir la décomposition de ces pulsions. C'est là où Freud, lui, va les découvrir. Ou quand on disait qu'on faisait référence à la perversion, c'est-à-dire quand il y a un sujet qui va obtenir sa satisfaction simplement avec la pulsion de la vue. D'accord ? C'est simplement le voyeur. Celui-là, rien qu'en observant, il a sa satisfaction. Il n'a pas besoin de plus. On va dire, il n'a pas besoin de continuer, d'aller jusqu'à la fin. Ça, on dit que c'est une perversion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui limite énormément sa sexualité. De la même façon, l'exhibitionniste. De la même façon, le sadique. De la même façon, le masochiste. De la même façon, le fétichiste. D'accord ? Ce sont toutes des positions
on va dire, perverses, dans le sens où elles limitent énormément leur sexualité. Mais c'est là où on va voir, où Freud, il découvre donc toutes ces pulsions partielles. Donc on a vu la pulsion sexuelle chez les pervers, et maintenant nous allons voir la pulsion sexuelle chez les névrosés, dans le cas de la névrose. Alors il va nous parler de la psychonévrose. Et la psychonévrose, bon, ça réunit l'hystérie, la névrose obsessive, la paranoïa, les phobies. Et c'est ce qu'on voit à travers la psychanalyse. Freud va découvrir que tous ces symptômes vont reposer sur des caractères sexuels. C'est-à-dire c'est la force sexuelle réprimée qui va provoquer tout et ces exagérations. Parce qu'on va voir que dans l'hystérie, elle utilise certains mécanismes qui sont à la disposition de l'appareil. C'est un mécanisme de cet appareil psychique. Mais la difficulté, c'est quand il y a une exagération dans l'utilisation du mécanisme. Donc, de la même façon dans la phobie, de la même façon dans la paranoïa, où le mécanisme qui va s'utiliser, c'est le mécanisme de projection. Non, dans l'hystérie, en général, c'est le mécanisme, par exemple, d'identification. Donc ce sont des mécanismes qui sont considérés comme des mécanismes normaux. Ce sont des mécanismes qui doivent être à notre disposition. Le problème est quand il y a le symptôme qui va surgir, c'est parce qu'il y a un excès d'utilisation du mécanisme. C'est pour ça qu'on parle de quantité, que c'est un problème de quantité, les symptômes. C'est-à-dire que notre appareil psychique fonctionne correctement pour tout le monde. Il a l'utilisation à sa disposition de tous ces mécanismes, mais que de temps en temps, chez certains sujets, il y a une utilisation spécifique de mécanismes de façon exagérée. C'est pour ça que, en fait, ce n'est pas... on ne va jamais parler de dégénérescence, on ne va jamais parler de déficience, on ne va jamais parler d'un appareil psychique qui fonctionne mal, sinon qu'on va parler d'un appareil qui a un mauvais équilibre d'énergie. Parce qu'en fait, l'énergie, elle passe toujours par le même chemin. On va dire, si on peut parler, d'essayer de faire un dessin sur la situation. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre la même route, utiliser toujours les mêmes mécanismes pour décharger en fait la tension. D'accord? Parce que l'appareil, en fait, il va toujours chercher à maintenir une tension. Donc c'est une tension de l'énergie psychique, une tension, donc on va dire qu'il va chercher le principe de plaisir, c'est-à-dire une diminution de la tension. Et à chaque fois qu'il y a une augmentation de la tension dans l'appareil psychique, donc je ne parle pas des personnes qui sont plus ou moins nerveuses, ça c'est une apparence de la conscience, sinon que je parle de l'appareil psychique. Quand il y a une augmentation de la tension, l'appareil il doit décharger cette tension. Et donc, quel chemin il va prendre pour décharger cette tension? C'est là où on va voir, au niveau de la pulsion sexuelle, quel chemin il va prendre. Et donc, il dit que dans les psychonévroses reposent sur des forces pulsionnelles à caractère sexuel. Et c'est ce que donc la psychanalyse découvre, que ce sont donc cette force, cette énergie, cette pulsion sexuelle. Bonsoir Nour, c'est cette pulsion sexuelle qui va servir pour la fabrication des symptômes. Et qu'en fait, c'est une participation qu'il dit qu'en fait, elle est pratiquement la seule à participer à la fabrication des symptômes et qu'elle est constante. C'est une source d'énergie, c'est la plus importante qui va fabriquer la névrose. C'est-à-dire qu'on peut dire, Freud il nous dit que en fait ce qui se passe c'est que notre vie sexuelle elle est dans les symptômes. Au lieu d'avoir un autre type de vie sexuelle, leur vie sexuelle, comme elle a été réprimée, la possibilité de développer, parce que quand il va parler aussi de sexualité, Freud il ne va pas parler simplement de la génitalité. Rappelez-vous, on l'avait dit déjà la première fois, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement d'avoir des relations ou des rapports sexuels, sinon que ça c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'il y a une énergie du sujet, qui appartient à l'espèce animale.
et que cette énergie du sujet qui appartient à l'espèce animale, elle ne peut se décharger uniquement dans des rapports sexuels. C'est pour ça que, parce que durant un temps, on pensait que, on avait interprété, on va dire, d'une certaine façon, que cette énergie sexuelle, si on la réprimait, elle allait permettre aux artistes de fabriquer l'art. Donc on disait même encore aujourd'hui, il y a certaines fois on interdit aux sportifs avant une grande compétition d'avoir des rapports sexuels, comme si ça allait leur prendre de l'énergie, alors que tous les rapports sexuels en général, les rapports sexuels satisfaisants, on veut dire, produisent de l'énergie. Ils ne l'éliminent pas, ils produisent et ils libèrent. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Et c'est quelque chose qui est venu, cette idée de dire non, il est préférable de ne pas avoir de rapport sexuel, comme ça on garde toute notre énergie pour la sublimation. Mais en fait, l'énergie qui va être utilisée pour la sublimation, ce n'est pas cette énergie qui appartient à l'espèce. C'est cette énergie qui a été réprimée par le complexe d'Oedipe. Enfin, c'est pas le complexe d'Oedipe qui a réprimé, mais qui a été réprimé lors du complexe d'Oedipe. Et donc ça, c'est très intéressant dans le sens où nous avons cette énergie animale qui est préférable de ne pas de laisser vivre, et cette autre énergie, hein, qui est une énergie qui est le résultat en fait de ce processus, de cette évolution sexuelle humaine, qui a une particularité, parce que le développement de notre sexualité chez les êtres humains, elle a une particularité qui n'existe pas dans d'autres espèces animales, c'est-à-dire qu'il y a la première période qu'on va parler de cette première période d'investigation de l'enfant qui va essayer de comprendre d'où viennent les enfants et qui va essayer par rapport à ce qu'il connaît de répondre à cette question. Et après, donc, il y a le complexe d'Oedipe qui vient réprimer toute cette première phase de la sexualité, toutes ces premières découvertes, toutes ces premières résultats des investigations des enfants qui en général n'arrivent pas à découvrir vraiment de quoi il s'agit, ils n'arrivent pas à savoir comment réellement a lieu la reproduction. Et donc il va y avoir cette période qu'on va appeler de latence. Donc une période de latence où il y a une période où l'intérêt qui était mis sur la sexualité va passer à un autre d'intérêt. Donc ça va être la recherche du savoir. Il va vouloir tout savoir. C'est quand les enfants n'arrêtent pas de poser des questions, ils veulent savoir et pourquoi il y a de l'eau là, et pourquoi il y a des nuages. C'est-à-dire qu'ils vont poser des questions de façon, on va dire, pratiquement obsessive, puisqu'ils ne vont pas arrêter, ils vont poser des questions pour réussir à avoir... Mais la réponse, ça ne les satisfait pas, parce que ce qu'il faut, c'est l'investigation, c'est continuer à chercher et à avoir des réponses. Et jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention, on va dire l'intervention physique, biologique, du développement du corps humain qui va pousser, donc qui va remettre ses tendances sexuelles pour déboucher sur la reproduction. D'accord ? Et donc, on va dire que ce développement de cette sexualité humaine, elle va se faire en 3 temps. Et donc, bien sûr, sur le parcours, il y a plein d'histoires qui vont se passer, plein d'histoires qui vont intervenir, qui vont faire que ça ne va pas se développer, comme aussi clairement que chez l'animal, aussi juste que chez l'animal, pour la reproduction, hein, il a les choses beaucoup plus claires que les êtres humains. Donc les êtres humains, ils ont toujours... non, on donne cet exemple, enfin j'ai l'habitude d'écouter cet exemple qui nous dit que les animaux, il y a le mâle qui vient faire sa cour à la femelle qui répond, et que poum, ils arrivent à l'acte sexuel pour la reproduction. Entre un homme et une femme, vous savez que c'est une autre histoire, ou même entre 2 hommes ou entre 2 femmes, je veux dire entre les êtres humains, c'est complètement différent. On s'invite, on va au restaurant, on parle, et puis on va voir un film, et puis tout d'un coup on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord, que le héros c'était pas lui, que le héros c'était l'autre, etc. On finit, on se dispute, et chacun rentre chez soi. Non ? Bon, c'est une exagération pour montrer un petit peu que la particularité
Bonsoir, bonsoir. Ange, donc la particularité de cette sexualité qui va quoi? Être touchée par la parole, qui va être touchée par les mots. Et c'est ce qui va venir tout troubler, on va dire, le développement d'une sexualité normale. Donc le développement d'une sexualité normale, ça existe pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va avoir dans notre sexualité un chemin pervers et un chemin névrosé et toutes les possibilités, disons, que nous donne notre appareil psychique. Donc, il dit que les symptômes nerveux se fondent d'un côté, donc pour les névrosés, donc les symptômes vont se fonder sur la répression de cette exigence de la pulsion, que la pulsion, elle veut se décharger, et en fait, il va y avoir une répression de cette possibilité, non, de cette tentative. Donc, il va y avoir d'un côté une répression, et d'un autre, il y a une réaction donc du moi qui va être contre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un conflit. C'est-à-dire qu'il y a la pulsion qui veut sortir et le moi qui dit pas question. D'accord? Et par conséquent, c'est là où il va y avoir la sortie de l'énergie. Parce que l'énergie, elle doit sortir. L'énergie, elle doit s'exprimer. Et comme il y a une force qui va venir, donc, boum, ça, le symptôme qui va sortir. Ah, j'ai mal à la tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai mal à la tête. Non, par exemple. Donc, ça débouche sur une expression somatique. D'accord? Et donc, ça peut produire des symptômes des plus légers aux plus graves. D'accord? Et ce qu'on va voir aussi, ce que va nous dire Freud, c'est que ce n'est pas simplement de dire « Oui, donc alors, vous dites qu'il faut obligatoirement faire l'amour, qu'il faut obligatoirement avoir des rapports sexuels. » Il convient d'avoir des rapports sexuels. Mais que chez l'être humain, avoir des rapports sexuels, c'est aussi parler. Avoir des rapports sexuels, c'est aussi établir une conversation avec quelqu'un. D'accord? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres chemins pour décharger cette énergie. Et dans une conversation, c'est une possibilité pour décharger cette énergie sexuelle. D'accord? Ce n'est pas le rapport sexuel la seule possibilité pour décharger cette énergie. Donc il va nous parler donc de l'hystérie pour nous montrer un petit peu le fonctionnement le fonctionnement en fait de comment va passer cette énergie, puisque cette énergie elle va être donc déprimée, et en fait les symptômes hystériques, il nous dit que c'est la substitution, c'est la transcription d'une série de processus, d'une série de tendances et de désirs anémiques affectifs. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas toujours cette tendance sexuelle, ou quand on parle de tendance sexuelle, des fois ce sont des sentiments qui sont réprimés, non? Et qui doivent s'exprimer. Donc une manière d'exprimer ces sentiments, c'est de parler. D'accord? Donc comme nous vivons par exemple dans une société qui est très répressive, donc on ne peut pas parler, ne dis pas ça, comment tu dis ça, donc je veux dire constamment on réprime la parole, et en plus lui il va nous expliquer que non seulement nous vivons dans une société qui ne nous permet pas de parler comme je ne dis pas que comme nous voudrions, mais sinon qu'il y ait une répression telle qu'il y a des choses qu'on ne pense même pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une répression, on dit « Oh non, j'aurais voulu le dire, mais je ne l'ai pas dit ». Ça, c'est un type de répression, mais c'est une répression consciente. Après, il y a cette répression inconsciente qui est constante. Non ? Donc, dans une psychanalyse, par exemple, quand on a la possibilité d'avoir un psychanalyste et qu'on peut parler ou apprendre à parler librement, parce que là, on doit apprendre, on ne sait pas parler librement. Non, ça c'est pas bien, je ne veux pas le dire, non, ça qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça. Mais justement, la psychanalyse, c'est un lieu où on peut apprendre à parler. Et quand on commence à parler, on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que le processus de la psychanalyse, c'est une auto-transformation et une auto-connaissance. Hola, Flore. C'est-à-dire que c'est un processus que, dans cette situation analytique, avec l'écoute du psychanalyste, parce que c'est cette écoute, on ne parle pas de la même façon avec un ami, qu'avec un médecin, qu'avec un professeur, qu'avec un collègue de travail. À chaque fois, notre discours est conditionné
selon la personne qui nous écoute. Donc quand on apprend à se psychanalyser, c'est-à-dire on apprend à savoir comment on est écouté, comment on nous écoute, quand on apprend et qu'on voit qu'on n'est pas jugé, qu'il n'est pas question de dire du bien ou du mal, sinon qu'on doit apprendre à associer dans la psy. On apprend à parler d'une manière différente. Dans cette situation, évidemment, après il ne s'agit pas de... On sort de sa psychanalyse et on doit revenir à des conversations, à savoir avec qui on parle. L'important c'est de savoir toujours avec qui on parle. Et notre discours, c'est pour ça que la psychanalyse est si intéressant, parce que notre discours il est déterminé par la personne qui nous écoute. Donc on apprend à parler dans une psychanalyse, on apprend à parler de façon différente parce que la personne nous écoute d'une façon différente. Personne ne nous a écoutés comme notre psychanalyste dans notre vie. Donc c'est une expérience, on va dire, unique et qui nous permet de découvrir quelque chose de nous, d'accord ? Et c'est pour ça qu'en fait, on va dire que quand on parle qu'il y a un problème de distribution d'énergie dans l'appareil psychique, quand il y a des symptômes, donc la psychanalyse va permettre de libérer cette énergie en parlant, oui, uniquement en parlant, elle va permettre de libérer cette énergie. Pourquoi ? Pour pouvoir disposer, pour commencer à apprendre à s'auto-connaître. C'est-à-dire, ce n'est pas le psychanalyste qui va venir et qui va dire ah, vous êtes comme ça, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est chaque sujet va apprendre à se découvrir, à s'auto-connaître et à se produire. Parce que quand on dit qu'à se découvrir, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, tant qu'on ne passe pas par le divan, on ne connaît pas. Donc ça n'existe pas. Il y a une personne en nous qu'on ne connaît pas. Non, qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a jamais vue, donc elle n'existe pas. Donc c'est une production de quelqu'un. Non, c'est intéressant parce que c'est une production de quelqu'un. Et chacun va à son rythme, chacun va à sa manière. Donc il y a l'auto-connaissance qui va produire l'auto-transformation. C'est pareil, et c'est chaque sujet qui va décider, non, de façon inconsciente, ça c'est vrai, de façon inconsciente, qui va décider des changements par lesquels, non, qu'il va développer donc dans sa vie, en libérant quoi ? En libérant l'énergie sexuelle. Avoir la possibilité de parler de ses fantasmes sexuels, c'est une possibilité sans être jugé. Sans être jugé, parce que même si on parle avec la personne avec qui on vit, non, de nos fantasmes sexuels, c'est limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, par exemple. Donc il va dire que, en fait, ces symptômes hystériques sont la transcription, non, de choses qu'on a réprimées. En fait, non, ça va. Parce qu'il y a la répression qui empêche le développement normal, non, par une activité consciente. Et donc, comme il n'a pas trouvé d'autre manière de décharger cette énergie, il les décharge en fabriquant des symptômes. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est le même mécanisme, écoutez bien, c'est le même mécanisme pour produire un symptôme que pour produire, par exemple, un poème, un tableau, un livre. Un livre ou un écrit. D'accord ? C'est-à-dire que pour l'appareil psychique, c'est la même chose. L'appareil psychique, lui, il s'en fout s'il produit des symptômes qui vont troubler votre vie, qui vont être des obstacles pour le développement de votre vie. L'appareil psychique, ça lui est égal. Donc, on va dire, donc pour lui, c'est la même chose, mais pour nous, c'est pas la même chose. Produire, écrire un poème que fabriquer un symptôme, bah, c'est pas du tout la même chose. Mais pour l'appareil, c'est le même mécanisme. Donc, il va nous dire que, donc quand il réprimait, non, il va nous dire il va dire que réprimer, ça veut dire éloigner de la conscience, ça veut dire éloigner de telle sorte que la conscience, elle ne va rien savoir de ça. Parce qu'en fait, quand on réprime, c'est parce que la conscience, pour elle, c'est désagréable, cette information, non, cette décharge. Notre morale ne nous le permet pas, notre répugnance ne nous le permet pas. Donc il y a beaucoup de ces barrages qui ne nous permettent pas de découvrir des choses qui sont humaines, des choses qui appartiennent à tout le monde. Bien sûr, après, on a chacun nos caractéristiques. Ce sont des choses qui appartiennent à l'être humain. Donc ça aussi, c'est apprendre, la psychanalyse, c'est apprendre à se rendre compte des caractéristiques qui appartiennent à chaque être humain. En fait, se psychanalyser, c'est être comme un cobaye. Bon, je vais faire l'expérience avec moi, comme ça en plus, après, je peux mieux comprendre les autres. Parce que les autres, ils sont dans la même situation que moi.
même s'ils utilisent leur appareil de façon différente, non, leur appareil psychique, mais en fait ils sont dans la même situation que moi. Et donc il dit que même si cette énergie elle est éloignée de la conscience, ben, elle va ressortir. Elle va ressortir, on ne peut pas la faire taire. Cette énergie, l'appareil doit décharger son énergie. Hein? Parce que l'inconscient, en fait, il travaille tout le temps. Et lui, ce qu'il veut, c'est réussir à passer. Réussir, donc il y a plusieurs barrages. Parce qu'il y a le premier barrage, c'est entre l'inconscient et le préconscient. Donc c'est le premier barrage où il va devoir se déformer pour pouvoir passer. L'énergie va devoir se déformer pour pouvoir passer. Mais que lui, il a besoin de s'exprimer, sortir, s'exprimer. Donc à chaque fois qu'il y a une augmentation de la tension, boum, il faut décharger cette tension. Et donc décharger cette tension, ben, ça peut se faire pour l'être humain en conjuguant beaucoup de verbes. Il y a beaucoup de verbes pour l'être humain qui sont à sa disposition pour décharger cette énergie. Donc ces complexes psychiques qui sont réprimés, qui sont maintenus dans un état inconscient et qui tendent toujours à s'extérioriser, donc ils ont une valeur affective spécifique, non ? Et en fait, dans le phénomène hystérique, il dit qu'il va passer par un processus de conversion. Donc c'est-à-dire que cette énergie qui s'est réprimée, en fait, elle va se transformer et elle va se décharger de façon somatique. Non, comme je le disais tout à l'heure, un mal de tête, voilà, on va voir tous les symptômes qui sont... Après, il faut faire une analyse pour savoir vraiment de quel type de symptômes il s'agit. Je ne dis pas que tous les douleurs de tête, non, tous les maux de tête sont toujours des symptômes hystériques. Pas du tout. Il faut voir dans chaque cas. Mais disons que le mal de tête, ça peut être un symptôme hystérique. Des douleurs musculaires, avoir des problèmes, non, tout d'un coup je deviens aphone. Ça peut être aussi, non, le résultat d'un symptôme hystérique. On parlait aussi parce que ce qu'il va venir nous dire aussi que dans l'hystérie, il y a l'hystérie, elle va convertir cette énergie, elle va l'exprimer sur son corps, mais sans respecter l'anatomie. Donc c'est pour ça que très souvent elle se présente, l'hystérique. Bon, ça peut être un homme ou une femme. On a l'habitude de parler de la femme, de mettre l'hystérie au féminin, mais c'est comme chez l'un comme chez l'autre. Et en fait, elle va se présenter à l'hôpital avec un symptôme, et les médecins ils vont dire non, non, on a bien fait toutes les analyses, il n'y a rien. Parce qu'effectivement, il n'y a rien. Mais elle a son symptôme, et il est vrai. Quand on pense, non, au début avant Freud, encore aujourd'hui, il y a certains médecins qui ne voient pas la différence, mais elle ne fait pas semblant, l'hystérique. Elle a vraiment des fois une paralysie d'une partie de la figure, non, qui ne correspond pas à quelque chose de biologique. C'est une paralysie qui vient de quelque chose, de cette conversion, d'une décharge de cette énergie. Alors après, quand on fait l'analyse, on va analyser. Non, il y a un cas de Freud où il présente justement une femme qui a une paralysie sur une partie de sa figure. Et en fait, quand elle parle, donc elle raconte des anecdotes de sa vie. Et elle en a dit, oui, ça, quand il m'a dit ça, j'ai eu l'impression que je recevais une baffe dans la figure. Et en fait, comme elle n'a pas été capable de répondre à la phrase qu'on lui disait, et bien vraiment, la phrase, elle est restée là. Boum. Et donc, elle a eu la joue paralysée. D'accord ? Donc, une fois qu'elle est capable de le dire, qu'elle est capable de se rendre compte que c'est quelque chose, non, de ce qui lui est arrivé, la paralysie, elle disparaît. De la même façon que le mot de tête peut disparaître simplement parce qu'on va à sa psychanalyse et en plus on va parler d'autre chose. C'est même pas nécessaire d'aller parler du mal de tête. Simplement en parlant d'autre chose, tout d'un coup, boum, parce qu'on va toujours à la psychanalyse, mine de rien, on va parler de ce qui nous inquiète. Même si on ne sait pas exactement, des fois on y va et on ne sait pas exactement ce qui nous inquiète, mais on va parler de ce qui nous inquiète. On va parler de ce qui a provoqué cette douleur. Bon, c'est pas automatique, il y a des fois on va à la psychanalyse et on parle. Mais je veux dire que même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'essayer de le faire consciemment. On va dire non, c'est que la douleur de tête, elle est en relation avec ceci, tout ça, c'est une association consciente. Non ? Que la conversion que fait l'hystérique, c'est un phénomène complètement inconscient. Et sans psychanalyse,
On peut dire, bon, peut-être que ce sera un symptôme hystérique, mais allez savoir. Et donc il va dire que là, ce sont des sentiments donc, qui ont été réprimés, qui n'ont pas pu s'attacher à des mots, où elle n'a pas pu répondre, elle n'a pas pu penser, parce que des fois aussi, ce sont des choses qu'on n'a pas pu penser. On a reçu une information, il y a des choses on n'a pas pu la penser. On n'a pas, parce que la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? En parler. Parler de quelque chose. Et quand on en parle, poum, décharge d'énergie. Mais il y a des choses, on ne se permet pas de parler. Vous savez, non, on va parler, ça on va parler. D'accord? Et en plus, on ne parle pas parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'écoute. Non? On n'est pas écouté par les autres. Les autres, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent notre discours en disant « Ah oui, moi aussi j'ai eu une douleur de tête un jour. » Donc chacun va parler de sa propre histoire. Et c'est normal. On ne va pas aller utiliser les amis comme psychanalystes. Chacun sa place. Non? Et en fait, donc, il va dire que l'être humain, il a cette tendance à être, donc à se présenter comme très moraliste. Non, ça je ne veux pas. Non, ça c'est pas bien. Ça fait pas bien. On peut pas faire ça. Mais d'un autre côté, il est aussi très immoral. Donc il a cette ambiguïté de se présenter dans la conscience comme quelqu'un de très moral. Et dans l'inconscient, il a des attitudes qui sont très, non, comme les pervers par exemple. C'est des gens dans la vie sociale, on va voir, avec une morale, poum. Mais d'un autre côté, ils se permettent d'autres choses, non, complètement considérées comme immorales. Alors on va dire, donc quand le patient va présenter, quand il va apprendre donc à parler dans sa psychanalyse, quand il va petit à petit apprendre à gagner du terrain dans la liberté, à gagner du terrain pour pouvoir apprendre à parler, on va décomposer donc son discours et on va découvrir le conflit. On va découvrir les forces qui s'opposent et qui l'empêchent, de décharger d'une autre manière l'énergie. Et en fait, on va voir que c'est un conflit, donc c'est un conflit psychique. Effectivement, c'est un conflit psychique, mais en fait, c'est un conflit qui a ses conséquences aussi à l'extérieur. Et en plus, c'est un conflit en général qui touche toute sa vie. Parce que le névrosé, quand il a un conflit, ça touche toute sa vie. Ça peut donc intervenir sur le corps, mais ça va avoir aussi des conséquences dans ses relations sociales, dans ses relations amoureuses, dans ses relations familiales, dans ses relations avec le travail, c'est-à-dire que ça va toucher partout. S'il y a un conflit dans l'appareil psychique, parce que notre réalité, elle est produite par notre appareil psychique, notre façon de voir la vie, elle est produite par cet appareil. C'est pour ça que quand on libère cette énergie, qu'on devient un petit peu plus libre, on est plus tolérant avec les autres, on apprend à regarder la réalité sans dire quelle horreur, c'est pas possible ce qui se passe, etc. Sinon qu'on a une relation plus saine, on va dire, avec les autres, parce qu'on a une relation plus saine avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va... je vais continuer un petit peu. Donc on va dire que la relation entre la perversion et la névrose, Freud va nous dire que dans la perversion, on a vu que c'est une sexualité qu'on peut voir, qui s'expose. Le fétichiste, on le voit. Enfin, pas tout le monde, évidemment, c'est pas ouvert à tout le monde, mais disons que ce n'est pas quelque chose qu'il cache. Non, c'est quelque chose de... la personne avec qui il va faire l'amour, il va savoir le fétiche qui l'accompagne pendant ses relations sexuelles, par exemple. Mais il dit, mais par contre, la névrose, c'est l'inverse. La névrose, ce sont des tendances qui vont être réprimées. D'accord? Et donc, inconscientes. Loin de la conscience. C'est pour ça qu'on va dire que la névrose, ou Freud va présenter ça, il dit que la névrose, c'est le négatif de la perversion. Que le névrosé, il peut avoir le fantasme de vouloir faire ce que le pervers fait. Parce qu'en fait, lui, il ne se permet pas. Le névrosé, il ne se permet pas d'être pervers. Non? Donc, il réprime. Donc, dans la perversion, dans la névrose, les psychonévroses, il y a une exagération de la répression. Et dans la perversion, le mécanisme qui est utilisé, donc ce n'est pas la répression, puisque lui, le pervers, il va sauter les barrages, sans aucun problème.
Mais par contre, ce qui lui arrive, c'est qu'il utilise le mécanisme de régression. C'est-à-dire que lui, il revient à une sexualité infantile. Il revient à un moment de sa vie, de son développement infantile, et Freud va nous le dire ici dans le texte en disant c'est là où il a vécu en grande intensité quelque chose. Donc on dit aussi quand il a découvert une partie, non, quand on va dire les gens qui adorent embrasser, qui rien qu'embrasser déjà, là ça y est, c'est leur orgasme, ben, c'est toute leur pulsion orale. Et ils s'arrêtent là. Donc c'est-à-dire qu'il y a une régression à ce moment du développement de la sexualité de l'enfant, et en fait le pervers il revient à ce moment-là. Donc on va parler du fétichiste. Le fétichiste, ce qu'il fait c'est pareil. Il revient au moment, avec son fétiche, il revient au moment avant de découvrir que la femme n'a pas de pénis. Donc il le couvre avec un fétiche. D'accord? Donc, c'est une sexualité infantile, d'accord, mais à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, quoi, parce que, d'accord, lui, en fait, c'est un enfant. Non, on va dire qu'il a une sexualité infantile à l'âge adulte. Mais bon, après, on l'a tous, parce que cette sexualité infantile, on ne va jamais vraiment l'abandonner. Elle va toujours revenir. Je ne suis pas en train de parler mal des pervers, sinon que c'est une possibilité de la sexualité de l'être humain. Parce que de toute façon, la sexualité de l'être humain à l'âge adulte, elle vient de la sexualité infantile. C'est cette sexualité infantile qui a été réprimée, que c'est toute cette énergie, toutes ces manières de jouir de ces possibilités que l'adulte va mettre en pratique. Hein. Bon. Donc il va dire que le caractère hystérique, il révèle en fait une répression sexuelle qui dépasse la mesure normale. Parce qu'en fait, il va dire que le névrosé, en général, il a une tension qui monte et qui est très très forte. Non ? Et donc en comparaison, il a un développement exagéré de la résistance. Parce qu'au plus la tension est forte, au plus le barrage il va être fort aussi. C'est-à-dire que quand on va voir, par exemple, quelqu'un qui est très pudique tout le temps dans beaucoup de situations et tout ça, c'est une exagération. Pourquoi ? Parce que la tension, elle est forte. Donc, pour s'opposer à cette tension forte, il faut un barrage costaud. D'accord ? Donc, ou les gens qui sont très moralistes, c'est pareil. Les gens qui sont très moralistes, ils augmentent le niveau du barrage. Pourquoi ? Parce que leur tension aussi est très élevée, non ? Et en fait, il dit que des fois, il y a des barrages qui sont tels que, en fait, non seulement le sujet ne va pas s'occuper des questions sexuelles, sinon qu'il ne va même pas y penser. Il ne va même pas fantasmer. C'est quelque chose que directement, il a éliminé de sa vie. Non, la sexualité, il a éliminé de sa vie. Et en plus, il va nous... Bon, dans d'autres textes, il va dire, parce que là, on peut dire, bon, oui, ben, et alors, bon, j'ai des petits symptômes, j'ai réprimé, bon, ben, c'est tout, quoi, c'est pas grave. Disons, parce que réussir à avoir une vie sexuelle, à développer une vie sexuelle, c'est un travail. Il faut trouver avec qui, il faut trouver comment, je veux dire, c'est pas quelque chose de facile. Donc, on va se dire, bon, allez, je vais me contenter avec, je vais accepter ces petits symptômes, non, au lieu d'essayer d'avoir une vie sexuelle. Mais le problème, il dit Freud, c'est qu'on maintient, on maintient la répression, et qu'au plus on maintient la répression, donc au plus on fait de force pour empêcher le barrage, au plus ce barrage, il se répand. Parce qu'au plus la tension monte, au plus le barrage, il se répand. Et en fait, cette répression, elle devient de plus en plus grande et elle commence à toucher de plus en plus de lieux. Et donc, chez l'hystérique, ça provoque, non ? Puisque elle, ce qu'elle fait, l'hystérique dans le sens du mécanisme, le mécanisme hystérique, ce qu'il va le faire, c'est qu'en fait, il va à chaque fois toucher plus le corps. Donc elle finit par avoir des douleurs partout, des troubles dans les règles, des troubles ceci, des troubles cela, elle en accumule, parce que l'énergie, elle somatise, non ? Elle somatise. D'accord ? Donc elle met tout dans le corps, toute cette énergie, elle passe dans le corps.
Donc l'exigence sexuelle qui est impérative, ben, poum, retombe sur le corps. Donc il va dire que l'exigence donc de cette pulsion et la résistance, non, de la répulsion sexuelle donc provoque la maladie, provoque le symptôme. Donc on doit penser que le symptôme c'est une sorte de solution pour le sujet. Parce que dans le symptôme il a pu décharger. L'énergie elle est passée. Donc c'est une solution pour le sujet. C'est pour ça que quand on commence une psychanalyse ou dans d'autres types de traitements, des fois on veut éliminer le symptôme. Mais le symptôme, attention, c'est une solution. Donc effectivement, il y a des thérapies qui vont éliminer le symptôme, mais qui n'ont pas modifié le mécanisme. Donc au lieu de fabriquer tel symptôme, hein, boum, il va chercher un autre endroit pour dériver l'énergie, pour exprimer, pour s'exprimer. Et donc en fait, on va le voir apparaître ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que dans la psychanalyse, le psychanalyste ne doit pas se précipiter pour éliminer le symptôme que lui présente le patient. En plus, en général, le patient, il se présente en disant « Je ne peux plus supporter ça, je veux changer ça, en combien de temps ça va mettre, je peux plus », parce que quand il arrive, en général, c'est parce qu'il dit « Stop », donc il veut une solution rapide, donc il ne faut pas se laisser tenter, on ne va pas lui solutionner la situation comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, il va le déplacer, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de libérer l'énergie, de pouvoir faire face, c'est-à-dire, on va dire tolérer, non, par exemple. On va dire un exemple, non, il y a des gens qui se présentent, à la consultation en disant, voilà, je suis très jaloux. Bah, je suis très jaloux, j'ai des tourments de jalousie excessifs. D'accord? Par exemple, donc on peut lui expliquer directement au patient le pourquoi de sa jalousie. Premièrement, ça ne va rien résoudre. Et en plus, en général, il va dire « Oups, je m'en vais ». Donc, il faut faire le travail avec lui pour l'accompagner, pour qu'il découvre lui-même, non, le pourquoi de cette exagération dans ses sentiments. Parce qu'en fait, Freud, il va dire que la jalousie, vous savez ce que c'est? La jalousie, c'est le désir. C'est une expression du désir, mais détournée. Au lieu d'être capable de reconnaître que ce que je désire, c'est ça, je suis jaloux. Au lieu de reconnaître que je désire la personne que l'autre, avec la personne avec qui l'autre parle, je suis jaloux parce qu'il est en train de parler avec cette autre personne. C'est-à-dire que Freud vient nous dire que la jalousie, c'est l'expression d'un désir. D'accord? Donc, obligatoirement, ce sont des choses qui vont nous déranger. Parce qu'il vient nous raconter quelque chose où on est... Non, je suis jaloux. Hein? Je suis jaloux, ma jalousie, c'est normal, regarde comment elle se comporte, elle me provoque, Non, je préfère me cacher derrière cette apparence que de faire face à ce qui me représente. Non, non, c'est moi qui désire. C'est pas elle, même si elle a son histoire, mais c'est moi qui désire. Donc pouvoir se rendre compte, non, c'est un exemple par exemple, mais tout ça c'est un processus. Parce qu'au patient, on ne peut pas lui dire directement, attention, vous, ce qui vous arrive, c'est que vous désirez l'homme avec qui votre femme travaille. Alors là, c'est pas possible. D'accord? Sinon que c'est un processus où lui, il va devoir se rendre compte. D'ailleurs, Freud va nous le dire dans ce texte, il va nous préciser qu'il va nous dire que dans la vie inconsciente de tous les névrosés, il va dire, il existe une tendance à l'homosexualité et à la fixation de la libido sur des personnes du même sexe. C'est-à-dire que c'est une tendance de tous les névrosés. Donc bien sûr, quand on n'accepte pas cette situation, on souffre. On veut le réprimer. Alors que c'est quelque chose qui existe et qui existe dans l'inconscient, qu'on doit laisser à la possibilité de s'exprimer. Je ne dis pas d'avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe. D'accord? Sinon, d'accepter que ça peut exister en moi. Simplement. Après, le vivre ou pas le vivre, après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Il ne s'agit pas de ça. Sinon, comme cette possibilité, ou même d'en parler, déjà en parler, ça libère énormément. Non? Et après, accepter. Parce que là, l'être humain, ce qu'il doit, dans la psychanalyse, c'est apprendre à accepter. À accepter que nous avons, et en plus, ce sont des tendances, non, que ce sont des tendances de tout le monde. Non?
donc il va dire aussi que dans le psychisme inconscient des psychonévrosés, il existe et agissent comme des agents de production de symptômes toutes les tendances, non toutes les tendances qui dépassent l'anatomie. D'accord? C'est-à-dire qui dépassent, non, il dit que toutes celles que nous avons étudiées, qui dépassent, qui s'élèvent dans la catégorie qui dépasse la catégorie des génitaux. Donc ils s'arrêtent aux muqueuses buccales, aux muqueuses anales, non? C'est-à-dire... et que ces parties anatomiques, non, il y en a qui adorent les pieds, il y en a qui adorent les nez, donc cette partie, on reste fixé sur une partie anatomique où on n'arrive pas au développement, non? On n'arrive pas au développement de cette sexualité avec l'organe génital. Où justement, il peut y avoir une autre partie qui est la valeur d'organe génital. Et donc après, il va nous dire... donc il va nous reparler, il dit que dans la formation des symptômes, qui est-ce qui participe dans la formation des symptômes? Donc c'est cette énergie de pulsionnelle, d'accord? Cette pulsion sexuelle. Il dit oui, mais c'est pas n'importe quelle pulsion. Parce que la pulsion qui va participer, qu'on va réprimer, ce sont ces pulsions partielles. C'est pour ça qu'il dit que par exemple, quand il y a chez les pervers, non, on l'avait vu, chez les pervers ça se voit très bien parce qu'en fait, on voit qu'il y en a un qui est exhibitionniste. Ça veut dire que quoi qu'il a réprimé, non, l'autre partie de sa pulsion qui est regarder. Ou ce qui l'intéresse, poum, c'est montrer. D'accord? Pourquoi? Donc il y a une exagération dans l'utilisation d'une des pulsions. Il y a une des pulsions partielles qui est trop utilisée. Non? On va dire pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande jouissance à un moment de sa vie en se montrant tout nu quand il était petit et donc à l'âge adulte, non? Bon, c'est un schéma assez simple, on va voir qu'après c'est quand même beaucoup plus complexe et qu'on ne peut pas faire des lectures. C'est pour vous montrer un petit peu le mécanisme, mais après, ce n'est pas possible de faire une lecture comme ça dans la réalité, tout aussi simple. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que, par exemple, comme dans le cas de la paranoïa, où il va nous expliquer que dans le cas de la paranoïa, non, on disait que la paranoïa, elle utilise le mécanisme de projection. C'est-à-dire que je ne vais pas reconnaître quelque chose qui m'arrive, sinon que je vais le voir chez l'autre. Mais je ne vais pas le voir tel quel chez l'autre, sinon que je vais le transformer au contraire. Donc il dit, moi, non, par exemple, cet homme qui ne supporte pas ses tendances homosexuelles, il va, au lieu de reconnaître cette possible tendance homosexuelle, ou qu'il est amoureux d'un autre homme, impossible de le reconnaître, donc il va dire que c'est l'autre qui le poursuit. Donc il va mettre dans l'autre pas la tendance amoureuse. Il ne va pas dire non, c'est lui qui est amoureux de moi. Non, non. Il va mettre la tendance hostile. Il va mettre le contraire. Il va dire il me poursuit, il veut me tuer, il est toujours là pour m'emmerder, etc. Donc il va mettre cette tendance. Non, le paranoïaque, en fait, il a tendance à penser que l'autre, il fait tout en fonction de lui. D'accord? Mais en fait, c'est lui qui fait tout en fonction de l'autre. D'accord? Mais c'est pas du tac au tac. Je veux dire qu'il y a une déformation. Il y a une déformation. D'ailleurs, ce qu'il va nous dire aussi dans ce texte en disant que notre pulsion sexuelle est très labile. C'est-à-dire que nous avons une grande capacité à passer de la haine à l'amour. Non? Quand on s'est disputé avec l'autre, j'ai pas voulu le dire. C'est vrai que tout d'un coup, on est surpris de ses propres sentiments, de cette propre hostilité qu'on a face à la personne qu'on dit aimer. Mais c'est parce qu'on a cette ambiguïté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que notre pulsion, elle va toujours les deux ensemble. Donc je dois pouvoir être, on va dire, exprimer mon sadisme et mon masochisme. Pas simplement me mettre dans une position, jouer le sadique et de chercher un masochiste qui accepte que moi je puisse développer mon sadisme. Et non, non, on doit pouvoir, non, la pulsion, bon, pas seulement sadique et masochiste, sinon toutes ces pulsions réunies. La sexualité normale, c'est que toutes les pulsions sont réunies dans un objectif. Donc tout, regarder, les attouchements, l'exhibitionnisme, tout ça, ça fait partie du développement d'un acte sexuel normal. D'accord? Donc, normalement, on doit passer par tout ça. Donc, s'il n'y a pas de barrage,
Donc c'est pour ça que, et quand on va voir la prochaine fois, quand on va voir la sexualité infantile, on va voir que c'est très complexe parce qu'en fait, l'enfant, quand il va se développer, ben, il va passer par plein, il est entouré d'adultes, parce que s'il était qu'avec des enfants, parce qu'il va terminer le texte en disant, enfin cette partie du texte que je vous ai présenté aujourd'hui, en disant que, en fait, la constitution de l'adulte, non, elle est formée lors de la sexualité infantile. Et en fait, il dit que à l'époque infantile, ben, les pulsions, elles sont très modestes, elles ont une intensité très modeste. C'est pour ça que quand tout d'un coup l'enfant il se retrouve avec un adulte avec une intensité énorme, avec non, un développement énorme de sa pulsion sexuelle, ben pour lui c'est un choc. Je veux dire après comment il fait pour se défendre, donc il y a des troubles et donc ça va venir, non, tout ce contact des enfants avec les adultes et avec leur pulsion sexuelle, ça va venir troubler le développement. C'est pour ça qu'après on finit tous un peu névrosés parce qu'on est avec des adultes, d'accord? Donc après, on va voir un petit peu ce développement, que l'enfant est très, très, très sensible, d'accord? Il est très, très sensible et donc il faut, de la part de l'adulte, mettre une distance à cet enfant, pas être tout le temps en train de le toucher, parce que là, quand on le touche tout le temps, on l'excite. Nous, on fait pas ça aux autres. Mais avec les enfants, on leur donne des bisous, on les touche, on est en train de les exciter. Et en plus, on les excite avec notre pulsion adulte. Alors là, après on ne sait plus les coups. Ah, on ne peut pas le coucher. Il y a du mal à dormir. Ah oui, mais vous l'avez excité toute l'après-midi. Comment voulez-vous? En plus, avec votre... non. Donc, je veux dire que on va voir, donc, ce développement de la sexualité infantile, où on va commencer la prochaine fois. D'accord? Puisqu'en fait, Freud va nous dire que la sexualité infantile, ben, elle commence dès la naissance. Donc il y avait, à partir de la naissance, il y a tout ce développement qui va se passer et qui va passer par plusieurs étapes. Donc c'est très intéressant. Et nous continuons mercredi prochain à 21 h. Donc vous pouvez aller lire les textes, d'accord? Moi je suis le texte des 3 essais, non, pour une théorie sexuelle, qui est un texte de Freud de 1905. Donc je suis en train de suivre la lecture de ce texte. Et donc, ce serait très bien pour ceux qui sont intéressés d'aller faire la lecture du texte, comme ça après, vous pouvez poser des questions, vous pouvez intervenir plus proche du texte, je veux dire, par intervenir par rapport à ce que vous sentez ou à ce que vous avez lu ailleurs. Sinon, non, on va essayer de lire un petit peu par rapport à ce que nous propose Freud pour voir si on peut apprendre quelque chose. Bon. Merci à vous. Vous pouvez partager donc ce vidéo avec vos contacts. N'hésitez pas, il est libre. Tout le monde peut l'utiliser. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Bon, et en plus, bon, c'est une école aujourd'hui qui est partout dans le monde. Donc, mais moi, je suis installée ici à Madrid. Donc, bonne continuation à tous. Bonne semaine et on continue pour notre cours numéro 4, je crois que c'est le numéro 4 où on commencera avec la sexualité infantile. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.